Très bien. Donc, écoutez, merci tout d'abord d'être là ce soir et de venir un petit peu écouter ce que nous allons vous dire au sujet de l'organisation des secours en mer. Donc, tout d'abord, je vais juste vous poser une petite question. Est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui avaient entendu parler de la SNSM ou qui connaissent la SNSM ? Bon, alors donc on peut partir, hein, parce que tout le monde a l'air de bien connaître la SNSM, il n'y a pas de problème. Non, il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui... Voilà, très bien. Alors, avant de débuter cette conférence qui va être à peu près en 2 volets, le premier volet, ça sera l'organisation des secours en métropole, c'est-à-dire la façon dont l'État organise les secours en mer. Vous allez voir que ça nécessite quand même une grosse organisation, d'autant plus que la France n'est pas seule, elle est insérée dans un dispositif international, vous allez vite le comprendre. Et puis ensuite, le deuxième volet, ça sera bien la découverte de la SNSM, et puis aussi des formations qui sont offertes, soit sur le sauvetage donc hauturier, sauvetage en mer, mais aussi les nageurs sauveteurs. Et quand on parle d'une université, on parle bien entendu de personnes jeunes, hein, c'est-à-dire pas les cheveux blancs que vous voyez ici, mais surtout des jeunes qui sont ici et qui font partie de la SNSM et à qui, bien entendu, tout à l'heure, vous pourrez poser toutes les questions nécessaires et avoir des échanges. Il n'y a pas de problème, c'est prévu dans le truc. Alors, histoire de vous plonger directement dans l'univers de la SNSM, on a décidé de vous présenter tout de suite un petit film qui a été réalisé par la station de Cavalère-sur-Mer. Oula. Hein, et donc, bien, vous allez voir un peu le quotidien de ces bénévoles à bord de leur vedette à Cavalère-sur-Mer. Alors, j'espère que ça va marcher. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Ah, excuse-moi, j'ai le cross là qui m'appelle, il doit avoir un problème là. Ok, salut Serge. Bonjour le Crossdale, je vous écoute. On me dit un bateau sur un quai échoué avec 5 personnes à bord. D'accord, ok. Pas de problème, on y va. Hein. Le navire de pêche. Donc je vous rappelle dès qu'on arrive sur le navire. Merci à vous. Comme le disait Thierry, c'est un peu un film promotionnel, mais réalisé par des bénévoles et de façon complètement volontaire. Mais il vous a montré quand même tous les aspects du métier de sauveteur en mer, sur lequel on va revenir un peu plus tard. Mais moi, je vais prendre un peu de hauteur
c'est-à-dire dans le domaine de l'organisation du secours en mer. Il faut bien voir qu'il n'y a pas que la SNSM qui intervient, et on va vous expliquer brièvement, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais comment ça s'organise au niveau mondial. Alors, on va démarrer. Rassurez-vous, il y a peu de diapos. Donc, l'organisation mondiale, donc il y a une entité, hein, qui traite du secours, du sauvetage, mais d'une façon générale de tout ce qui se passe sur la mer. Hein, c'est une organisation internationale. Et les textes fondateurs qui concernent tout ce qui se passe en mer, eh bien, dans le cadre de la circulation en mer, de la surveillance, du secours, de la recherche, eh bien, il y a 2 textes fondateurs. Le premier, c'est Montego Bay. Alors, c'est lui notamment qui va traiter du passage dans les détroits, vous voyez, comment on s'organise. Il va aussi parler des dispositifs de séparation de trafic, vous voyez, comme il y a du côté d'Ouessant, en Iroise. Il va aussi parler de la zone économique exclusive. Hein. Alors, on va vous parler, vous connaissez bien évidemment les 12 nautiques qui correspondent aux eaux territoriales françaises, mais c'est pareil en Italie. Et puis après, vous avez une extension, hein, notamment pour tout ce qui concerne le fond marin, je dirais, et les ressources qui procèdent, qu'on appelle la zone économique exclusive. Voilà. Donc, ça, c'est Montego Bay. Et ensuite, on a plus spécifiquement dédié au sauvetage et à la recherche en mer. On a la Convention internationale de Hambourg. Alors, vous verrez, il y a tout le temps un décalage entre le texte rédigé et la ratification. C'est compréhensible, si vous voulez. Là, notamment pour la ratification de la Convention de Hambourg, eh ben, il a fallu que les États qui se dotent de moyens. C'est bien beau de signer, mais quand vous avez signé une convention, ça veut dire que vous êtes paré à démarrer. Si vous n'avez pas le dispositif avec la zone qui vous intéresse, les moyens pour intervenir dans la zone, les moyens radio pour entendre le requérant qui vous appelle au secours, le personnel face à l'écran ou face à la radio, vous voyez, donc il a fallu du temps, hein, c'est ce qui explique le décalage que vous voyez, tant pour la convention de Montego Bay que pour celle de Hambourg. Mais ça, ce sont vraiment les textes fondateurs, et ça n'intéresse pas bien évidemment la France, que la France, c'est international. Pour vous donner un ordre de grandeur, le Montego Bay, il y a de mémoire 160 nations qui l'ont signé. Vous voyez, mais il y a des nations qui ne l'ont pas signé, par exemple. Prenez l'exemple des États-Unis, dont on parle tant en ce moment, ils ne l'ont pas signé. Pourquoi ? Parce que ils veulent préserver une certaine liberté, hein, et ne pas être soumis à une convention. Bon, ça c'était la parenthèse que je voulais faire. Voilà, donc on va passer un peu plus maintenant dans le détail, hein, et on va l'éclairer par une carte. Alors, je vous ai parlé de la ZEE, et il y a une autre notion aussi qui est écrite ici, dans le partage de l'espace maritime, c'est ce que vous voyez marqué, les zones de recherche et de secours, les SRR, voyez. Voilà, donc vous avez la zone, la ZEE, hein, prenons par exemple plus simple et plus local pour nous, donc la zone Méditerranée, et vous avez, et dans cette zone Méditerranée, donc la zone qui est dévolue à une entité qui va être en charge de contrôler, de rechercher, de surveiller, je vous expliquerai la mission exacte ensuite, mais de surveiller, de rechercher, de secourir dans toute cette zone. D'accord ? Vous l'avez grisé en orange, vous voyez ? Donc vous voyez, c'est étendu. Hein. Quand je vous parlais, les pays qui s'engagent dans cette convention, qu'il leur faut du temps pour le ratifier, parce que ça veut dire qu'il faut des moyens personnels, matériels, avant de s'engager au travers de cette signature. Alors, là apparaît une notion. Alors, quand on parle en anglais, enfin, parce que les conventions sont souvent rédigées dans des 2 langues, français et anglais, donc vous avez les zones, les Search Rescue Region, et vous avez les Maritime Research, je ne sais même plus, MRCC, en fait c'est l'équivalent de nos CROSS, vous voyez. Le CROSS, ça vous parle, c'est un centre, pour nous c'est la garde, c'est juste à côté. Hein, c'est quoi ? C'est en gros une tour de contrôle. Si je prends cette image,
mais une tour de contrôle, si vous voulez, pour la surveillance de tout ce qui passe sur l'eau, pas que devant ce que j'appelle le jardin du Cros, parce que si vous êtes déjà allé au Cros-Lagarde, vous avez vraiment l'impression d'être sur une passerelle de bateau, parce que vous avez tout l'ouvert de la sortie des vignettes là, qui est face à vous. Et donc, vous voyez, moyen à projeter, moyen très loin. Très loin. Regardez la Corse, hein, ça vous donne une notion des distances à courir. Et donc, dispose de quoi? Alors, du personnel, face à des écrans, d'accord? Ils sont une cinquantaine à la garde, par exemple. Ce sont tous des militaires. Le service est permanent. C'est-à-dire que, bien évidemment, la veille, c'est 24 heures sur 24 et 365 jours dans l'année. Il y a des moyens radars. Bon, pas des moyens radars qui vous permettront de voir ce qui se passe dans le sud de la Corse. Hein. Il y a des relais en Corse, néanmoins, par radar, et aussi des moyens radio. Hein, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ce que vous voyez en Méditerranée, bah, vous le retrouvez en Atlantique, dans la Manche, également. Et tout est parti de là, en fait. Les premiers crosses, hein, initialement, c'est un cross qui se construit dans les années 68 de mémoire à Lorient et qui après va être installé à Étel, juste à côté, hein, qui va s'occuper de tout ce que j'appelle moi l'Atlantique face sud. Vous voyez, comme je suis de Morbihan, c'est le coin le plus joli. Donc j'ai pas honte de le dire. Et donc toute cette zone-là, voilà, ça va commencer là. Après, il va y avoir la Manche. Parce que la Manche, c'est 1000 bateaux en permanence, quoi, à contrôler. Hein, dans la fameuse zone où tout le monde passe, là. Tous les convois qui montent vers Anvers, Hambourg et autres, dont on parlait tout à l'heure, ils passent par là. Hein. Et là, on va progressivement instituer, comme sur les routes, en fait, un sens montant et un sens descendant. Pour avoir plusieurs fois pratiqué la transverse, parce qu'on allait en Angleterre, je peux croire que c'est pas coton. Et quand vous regardez, si vous êtes intéressé par le Vendée Globe, vous avez vu quand même que dans le golfe de Gascogne, la grande peur des navigateurs, c'était les collisions, hein, tant à la descente qu'au retour. Donc, vous voyez, les crosses, ben, ils sont dispersés, si bien que tous les abords maritimes de la France sont surveillés. Et ce qu'on a là, on l'a également outre-mer, dans les départements et territoires d'outre-mer. Hein, à La Réunion, aux Antilles, même à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a une surveillance. C'est dire l'investissement que ça représente. Hein. C'est énorme. Alors, bon, je ne vais vous pas faire l'exégèse de tous les crosses, mais sachez qu'on en a 9 au total, d'accord, continental et ultramarin. Ce qu'on voit ici, c'est vrai aussi, si vous allez en Italie, je vous montrerai tout à l'heure, ou en Espagne, nos pays limitrophes, là, nos voisins, c'est la même chose. Hein. Alors, passons à présent, si vous le voulez bien, on peut plus encore dans le détail. Next one. Voilà. Les 9 centres, on les retrouve en haut à gauche, et les missions. Hein, on ne va pas les lire, ça n'a pas d'intérêt, mais 6 missions. J'ai parlé de la surveillance, j'ai parlé du sauvetage, je parle maintenant de la pollution. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, au nord de la Corse, il y a à peu près 6 ou 8 ans, il y a un ferry qui est rentré dans un pétrolier. Je ne sais pas si vous j'ai la photo, mais je vous la montrerai pas. Il est rentré. Je ne sais pas pourquoi, parce que probablement il y a quelqu'un qui dormait à la passerelle. Il est rentré plein bois, hein. Boum. Bon, ben, vous voyez bien que il y a eu des boulettes sur les plages. Donc, c'est le CROSS qui a organisé tout ça. Alors, le CROSS, il est aux ordres du préfet maritime. L'action de l'État en mer, c'est directement le Premier ministre, en France. Son bras armé, je dirais, entre guillemets, c'est le préfet maritime. Préfet maritime à Toulon, préfet maritime à Brest, préfet maritime en Manche. Et dans les départements d'outre-mer, c'est le délégué, c'est le représentant de l'État, alors un gouverneur ou autre, et c'est pour avoir ce sel marin, je dirais, il se fait aider par son adjoint, qui est souvent un capitaine de vaisseau, donc un marin, hein, qui commande la marine
dans la petite île souvent. Voilà. Donc, sauvetage, navigation, c'est la surveillance, pollution, je viens d'en parler, les pêches. Les pêches, c'est aussi, alors, pas plus tellement malheureusement pour nous en Méditerranée, mais beaucoup plus, vous le comprenez, hein, quand on parlait des pêcheurs dans le golfe de Gascogne, tout à peine, beaucoup plus sur la façade atlantique. L'information, c'est-à-dire que quand il y a un avis de coup de vent, un gros, vous savez, les coups de vent, notamment ici, ça arrive assez souvent, bah, c'est le CROSS qui va diffuser des bulletins météo spéciaux, des fameux BMS, voilà, pour vous avertir, attention. Attention, après, si vous, charge à vous, si vous prenez le voilier pour aller à Porquerolles, elle va vous renseigner à la capitainerie avant de partir, quoi. Et vous avez X applicatifs, WinDT, WinGuru, Co sur vos smartphones de façon à avoir la météo avec suffisamment je dirais, de détails. Et la protection. Dernière mission, je vous parlais tout à l'heure du bras armé, le préfet maritime, il est quand même chargé de la sûreté sur nos côtes. Vous savez, je ne sais pas si vous étiez encore, enfin à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, le cargo qui se vautre sur les côtes, l'Evoli, c'était ça le nom le bateau avec plein de passagers migrants qui s'est échoué. Ouais, je ne sais pas comment il s'appelait. Comment il s'appelait? Liste-ci. Voilà, liste-ci. Bah, ça, c'est la sûreté. Au même titre que si on découvre un sous-marin dans nos eaux territoriales, en plus il est russe, ça fait désordre, d'accord? Donc ça, c'est la sûreté. Et au travers des chaînes sémaphoriques, en relation directe avec le CROSS, eh ben, on a l'info. Je parle du sémaphore parce qu'au moment où le liste-ci il s'est échoué, la marine voulait supprimer tous les sémaphores pour des raisons d'économie. Vous voyez, donc, comme quoi il y a des coïncidences. Voilà. Moyen de communication dont je vous parlais tout à l'heure et de radar. Vous savez, en haut dans le ballon noir, c'est peu visible, mais sachez qu'il y en a. C'est redondant et c'est tant mieux. Ça marche pas toujours très très bien, mais là aussi c'est sur les hauteurs, il faut en profiter. Donc, comme notre paysage, tant en Corse que dans le sud, il y a des montagnes, c'est haut. On a de la chance. C'est un peu plus difficile parfois sur la façade atlantique, et notamment dans les Landes. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors oui, je parlais tout à l'heure des autres pays voisins. Vous voyez que cette notion de zone de recherche et de surveillance, vous la retrouvez en Italie, vous la retrouvez en Espagne. C'est immense, il faut le surveiller. Alors, c'est pas la SNSM, la petite vedette de Cavalère que vous avez vue tout à l'heure, qui va aller jusqu'en bas. Ça, c'est évident. Donc, vous voyez bien que nous, on fait ce qu'on peut. Allez, on va une vedette, sans mettre en danger, si vous voulez, parce que c'est surtout ça. Il ne faut pas mettre en danger. D'abord, quand on nous appelle, c'est souvent qu'il fait mauvais. Donc, un bateau, c'est quoi? C'est 15-17 mètres. Vous avez 8 personnes à bord. Ça a 2 bourrins. Bon, c'est petit, Donc, quand vous l'envoyez à 30-35 nautiques, c'est-à-dire à peu près 60 km, c'est déjà pas mal, C'est déjà pas mal. De nuit, souvent, avec mer 6, vous voyez? Donc, il faut penser à ça. Bon, c'est au patron, au skipper sur le bateau, mais évidemment, mais néanmoins. Et puis après, mais ça on va vous l'expliquer ensuite, un peu plus, je dirais, dans le détail, c'est que après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, vous voyez, donc les moyens en pleine mer, allez, plus de 50 nautiques, qu'est-ce qu'on va envoyer? On va envoyer l'hélico, on va envoyer un gros, et puis surtout, il y a des bateaux, des ferries de passage, Et le CROSS a autorité pour leur dire, attendez, il y a, au titre de la solidarité et de l'assistance à personne en danger, vous y allez. Vous n'avez pas à discuter. C'est tout. C'est comme ça. Oui, je veux dire que ça marche bien. Moi, ça fait 10 ans que je m'en occupe et je veux dire que ça marche bien. Voilà. Mais c'était simplement pour vous donner l'organisation en Méditerranée, puisque c'est elle qui nous occupe chaque jour. Et même en Algérie, vous voyez, ils ont un dispositif. Voilà.
Suivante. Voilà, notre zone, elle est là. Vous voyez, je parlais de la Corse tout à l'heure, donc ça descend sud, hein, très sud. Mais c'est un partage. Après, c'est un gentleman agreement, hein, en fonction des moyens. Mais chacun, parce que c'est pas facile, hein. Ce sont des zones immenses. Et un bateau, c'est tout petit, hein. C'est tout petit. On s'imagine toujours, non, mais c'est tout petit. Voilà, donc ça, c'était simplement pour vous donner la tâche, hein, qui incombe au CROSS. Et je voudrais maintenant, vas-y, s'il te plaît, vous finir par simplement le bilan. Ça, c'est le bilan pour vous donner un ordre de grandeur, hein. Ça, c'est pendant du 1er mai, en gros, pardon, du 31 mai au 31 septembre, pour le faire court, vous voyez. Donc, c'est quand même, vous voyez, quand on marque opération, Méditerranée, ouais. Enfin, il faut multiplier par 3 ensuite pour avoir à peu près national, métropole, hein. C'est bien. Vous savez, moi, pour vous donner un exemple, un coup de nord-ouest, golfe de Saint-Tropez au moment des voiles, eh ben, ça fait 9 opérations dans la journée. Ben, vous n'avez pas pratiquement, pour l'avoir vécu, vous avez à peu près 600 voiliers sur mer. Ça vous fait 9 opérations, parce que les gens sont tellement surpris, parce que ça monte très vite, hein. En plus, du vent nord-ouest, c'est rare, et puis là, ça bouffe. Et là, vous avez des gens, ils sont sur le bateau, en gros, de 7h du mat à 23h. Il n'y a pas de toilette à bord, en plus. Voilà, donc, important aussi, le nombre de décès. Et comme je sais qu'il y a parmi vous des plongeurs, il y en a pas mal, hein. Tous les ans, on en a un. La plongée, ça doit représenter 30-35%, je pense. Facile, hein, facile. Il y a des hommes à la mer qu'on ne retrouve pas. Il y a parfois des accidents un peu plus graves. Coup de bombe, vous voyez, sur un voilier. Ça arrive aussi, on a vécu ça. Un gars qui arrive face à Cavalère, il est tout seul à bord sur son voilier, en plein hiver, comme aujourd'hui. Et il se le sent, mais le problème, c'est qu'il tombe à l'eau en mettant ses farbattages et on ne le retrouve pas. Il est à 300 mètres de la digue. Pourtant, un gars physiquement balèze, hein. Donc, vous voyez, nous, on insiste sur ça. Gilet. Le gilet, ça paraît tout con. Moi, je me suis tombé plusieurs fois à l'eau, je ne regrette pas, hein. Le gilet, c'est... Moi, le pire que je puisse voir, et puis j'en terminerai là, c'est quand je vois des enfants à l'étrave du speedboat conduit par papa ou maman. Ils sont les jambes devant, l'étrave, là. Et puis, vous avez le semi-rigide ou le speedboat qui fait des hauts et des bas. Et le petit gosse qui est devant et qui rigole, et les parents... Allez, j'arrête là. Tu peux dire aussi l'incident de Saint-Tropez pendant les voiles, là. La nuit, là, il y a un... Ah oui, non, mais ça, c'est dramatique. Mais là... Ouais, dans les morts, oui, vous avez le gars qui est malheureusement, pourtant un professionnel de la mer, hein, qui a plein bois sur une tonne, c'est-à-dire un coffre d'amarrage, là, de nuit à 35 nœuds. Donc là, c'est 65 km/h à zéro en l'espace d'une fraction de seconde. Avec 7 personnes à bord, donc il y a un disparu, on le retrouvera le lendemain matin, et 3 blessés graves. Et le reste, heureusement, bénin, quoi. Donc, tout ça pour plein de raisons. Pour plein de raisons, mais malheureusement, c'est tragique. Voilà. Et ça s'est passé au mois d'octobre, début octobre. Voilà. Un petit, bon, j'espère que vous avez quand même la patate, hein. Voilà. Ok, très bien. Alors... Donc, nous allons, après avoir eu cette présentation générale et d'un certain nombre d'acteurs, on va désormais se polariser un petit peu plus sur la Société nationale de sauvetage en mer et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse, la société, la SNSM en Méditerranée. Alors, tout d'abord,
si tout va bien. La SNSM en Méditerranée, c'est quoi? Eh bien, c'est 7 délégations départementales, 47 stations de sauvetage. Alors non, je pense que ça, c'est... Oui, c'est ça. 4 centres de formation, 79 navires, 1584 sauveteurs embarqués et 234 nageurs sauveteurs. Donc voilà à peu près la population que représente la SNSM en Méditerranée. À l'échelon national, c'est environ 9000 bénévoles et c'est 750 navires qu'il faut à la fois remplacer, entretenir, etc. etc. Donc on voit très vite que c'est quand même une organisation qui est certes bénévole, mais qui nécessite quand même énormément de moyens, notamment pour l'entretien des navires et la formation des sauveteurs. Alors, on reviendra sur la formation, mais je voudrais quand même faire une petite... alors, puisque je crois que la diapositive d'après va nous parler un petit peu alors là, ça c'est le Var. Vous voyez, on a une délégation, 9 stations, 380 bénévoles, 45 nageurs sauveteurs. Donc pas mal. Alors, je ne sais pas si tu as conservé une diapo sur l'histoire un petit peu de la SNSM, non? Tu l'as chanté? Bon, enfin. Alors, c'est pas grave, simplement sachez que la SNSM, c'est quand même une vieille dame qui puise sa source dans à peu près 2 associations, dont une qui s'appelait les hospitaliers bretons. Et donc, je crois que c'est au début du siècle dernier, ils ont décidé de fusionner. Et donc, ces sauveteurs, qui étaient aussi des marins bénévoles pour la plupart, donc la SNSM est apparue de cette manière. Alors, ce que l'on peut dire, et je pense que ça c'est quelque chose qui est assez important et qui va toucher les gens de l'université, c'est que si on prend la SNSM d'il y a 25 ans, et même 30 ans, on va dire, la SNSM d'il y a 30 ans, c'est environ entre 80 et 85% de personnes qui sont issues du milieu maritime. C'est-à-dire des marins pour la plupart, issus du commerce, issus de la pêche, ou des marins militaires. Et donc ces gens, la retraite venue, ou même parfois pendant leurs vacances, eh bien, ils ralliaient la station SNSM parce que ça faisait partie de leur ADN. Sur le littoral breton, je pense au Finistère par exemple, qui aligne quand même près de 29 stations SNSM, les navires ils étaient souvent armés par le père, le fils, les cousins, les frères, ce qui fait que parfois quand il y avait des drames épouvantables, c'était toute une famille qui était souvent décimée. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien simplement parce que 85% de personnes qui sont issues du milieu maritime, ça veut dire que sur des navires de l'époque qui sont beaucoup plus rustiques, moins sophistiqués que ceux qui sont aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez des gens qui ont déjà été formés dans leur métier par des professionnels, dans des écoles, ce qui fait que la formation que la SNSM est obligée d'octroyer en supplément, elle est quasiment nulle. Parce que ces gens-là arrivent avec leur capacité professionnelle qu'ils ne font que mettre au service de la SNSM à bord des navires. Donc, formation zéro, quasiment. 85% de gens issus du milieu maritime. Donc, pendant des années, ce modèle a fonctionné parfaitement. Aujourd'hui, comme vous le savez, la population maritime est en forte diminution. Il y a moins de pêcheurs, il y a moins de marins professionnels. Mais, dans le même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui ont envie de s'investir pour la SNSM et qui ne sont pas des marins. Donc aujourd'hui, à l'époque, en 2025, le taux de personnes issues du milieu maritime à la SNSM, c'est à peine 25%. Donc ça veut dire qu'il y a un apport énorme de gens comme vous, qui décident du jour au lendemain de s'impliquer dans la SNSM. A contrario, vous l'avez compris, c'est que si vous avez 25% de gens qui sont issus qui ne sont plus issus, qui ne sont issus du milieu maritime, c'est que vous avez 75% de gens qui arrivent avec un bagage maritime qui est quasiment nul. Donc vous avez une augmentation de la formation qui est absolument exponentielle. Et dans le même temps, vous avez aussi des navires qui étaient à l'époque relativement rustiques, qui aujourd'hui sont des navires très sophistiqués, avec de l'électronique, de l'informatique, des radars, des FLIR, enfin tout un tas de matériel, qui nécessite une formation qui est très importante et qui donc nécessite de la part de la SNSM un investissement considérable. À tel point que, je ne sais pas exactement combien d'années il est ouvert, mais la SNSM a ouvert un pôle national de formation à Saint-Nazaire, où la plupart des équipages viennent désormais se certifier. Parce que vous l'avez compris également, à partir du moment où vous intervenez pour la sauvegarde de la vie en mer, il est nécessaire que la formation que vous avez reçue vous permette de pouvoir accéder à cette mission sans aucun problème. Pour vous, mais également pour les gens que vous allez sauver. Ça, c'est très important. Le prix des navires, je ne vous en parle même pas. Aujourd'hui, une vedette, un canot tout temps, je ne sais pas combien ça vaut. Combien ?
Tu l'as dit tout à l'heure, voilà, ça coûte une fortune, donc il est clair que les gens qui vont armer ce bateau, et le patron en particulier, il va endosser une responsabilité très importante, donc il est nécessaire que la formation puisse suivre. Voilà. Alors je ferme cette petite parenthèse sur la formation, mais sachez qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est extrêmement surveillé et qui nécessite un énorme investissement à la fois de la part des bénévoles, parce que vous l'avez compris, on est dans la transmission du savoir, on est dans le compagnonnage, et donc au-delà du fait que vous puissiez être formé à bord, à la fin on ira quand même vous apporter des certifications supplémentaires. Très bien. Alors la SNSM dans le Var, écoutez, voilà la liste des stations que vous connaissez ou pour la plupart vous avez entendu parler. Donc vous voyez, à Hyères et à Saint-Tropez, on a ce qu'on appelle 2 canaux tout temps, qui sont les embarcations les plus grosses que dont la SNSM dispose, avec à bord, je ne sais pas exactement combien d'équipages, mais pour pouvoir durer, vous l'avez compris, 365 jours sur 365, eh bien, il faut que le président des stations puisse armer au moins 3 ou 4 équipages qui vont alterner, donc 3 patrons, donc des gens qui vont être formés pour pouvoir être utilisés, entre guillemets, en tout temps et toute l'année. Donc 2 canaux tout temps à Hyères et à Saint-Tropez. Ensuite, des vedettes de première classe à Bandol et à la Seine Saint-Mandrier. Et des vedettes de deuxième classe à Porquerolles, au Lavandou, à Cavalère et à l'Estérel. La vedette de deuxième classe du Cavalère, vous en avez eu un petit aperçu tout à l'heure lors du petit film d'introduction. Enfin, et puis, à côté de ces gros navires, on va dire, on dispose aujourd'hui d'une flotte relativement plus légère, composée de semi-rigides de 6 mètres à peu près à 8 ou 9 mètres, donc à Bandol, à Saint-Mandrier, à Hyères, à Londres, d'accord. Et d'ailleurs, le CFI que nous sommes, on dispose aussi de ce genre d'embarcation, un semi-rigide de 6 mètres, parce que vous l'avez compris, en termes de formation, il faut bien que les gens puissent s'entraîner aussi, donc on met à disposition des moyens supplémentaires. Voilà. Alors, l'assistance et le sauvetage dans le Var, eh bien, vous le voyez, c'est environ 1468 sorties en mer et 472 opérations d'assistance et de sauvetage qui ont été réalisées sur l'ensemble. Alors, vous pouvez constater aussi, et ça c'est relativement intéressant, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, c'est qu'on voit très bien à quelle distance les interventions ont lieu. Et vous voyez que finalement, ce n'est pas de la haute mer, c'est que du côtier, quasiment. Donc la plupart des interventions qui se déroulent au profit des gens et conduites par la SNSM sont dans une bande côtière qui est relativement, je dirais, proche des côtes. Alors ça s'explique très bien, hein. Vous êtes les premiers aujourd'hui à être des utilisateurs de la mer comme un consommateur normal. Quand on voit la multiplication aujourd'hui des moyens, je dirais, de loisirs, hein, que ce soit les planches à voile, les wingfoils, les kitesurf, tout ce que vous voulez, quand on voit que pour pouvoir louer une unité avec 2 moteurs de 250 chevaux, on vous demande le permis plaisance, il est clair que les risques sont multipliés à partir du moment où on est face à des gens qui n'ont pas l'habitude de la mer, mais qui l'utilisent un petit peu comme n'importe quel moyen de distraction. Hein, oui. Du coup, j'ai une question. L'essentiel des interventions, finalement, c'est sur de la plaisance. Il y a quasiment plus d'interventions sur les... Absolument. Absolument. Oui. En Méditerranée, hein, oui, parce que c'est vrai qu'en Atlantique, là, les choses sont un peu différentes, parce qu'il y a effectivement pas mal de choses au profit de la pêche, hein, puisqu'il y a quand même aussi pas mal d'interventions au niveau des pêcheurs, mais c'est plutôt sur la façade atlantique. Hein. Voilà. En fait, on va dire qu'aujourd'hui, il y a des bassins dans lesquels on retrouve beaucoup plus des interventions plus ciblées. Effectivement, la Méditerranée est beaucoup plus sur la plaisance, clairement. Bon, ça s'explique aussi par la fréquentation pendant l'été. Hein, quand on voit le nombre de personnes qui fréquentent la côte entre l'Hérault et les Alpes-Maritimes, il est normal que la multiplication des gens fait que les accidents sont aussi multipliés. Hein, voilà. Mais cette réflexion, elle est conduite aussi au plus haut niveau à la SNSM, parce qu'elle détermine aussi les moyens que l'on met en œuvre. J'entends par là le renouvellement de la flotte. Eh bien, il faut réfléchir. Est-ce qu'on a plus besoin de semi-rigides, finalement, ou de petites vedettes, que d'un canot tout temps? Voilà, ce sont des réflexions qui sont conduites. Hein. Donc vous imaginez bien que tout ça fait l'objet de profondes réflexions, au niveau notamment de l'expérience acquise par les présidents des stations. Chacun étant, bien entendu, très accroché à son passé et à vouloir garder son bateau le plus longtemps possible. Bien entendu.
Voilà. Alors là encore un tableau. Bon, celui-ci, il est assez explicite. D'abord, vous pouvez constater que sur la période 2022 et 2024, le CrossMed du Var dont on parlait tout à l'heure, il est quand même aux alentours de un peu plus de 1100 opérations de sauvetage, hein, ce qui est quand même un chiffre qui est quand même assez important. Vous pouvez constater que les sauvetages SNSM sont environ de l'ordre de entre, vous voyez, environ 180. Donc, et c'est assez stabilisé d'ailleurs, bizarrement. Et les assistances sont à peu près du même ordre aussi sur les 2 ans. Voilà. Donc on est quand même à 8 personnes décédées dans le Var l'été dernier. Voilà. Voilà. Mais 680 personnes quand même qui ont été assistées. Donc c'est ça qu'il faut quand même retenir. Hein. Alors, il y a des petites étoiles, vous voyez, alors ici c'est écrit transport sanitaire à partir d'hier. Alors ça c'est une particularité, c'est-à-dire que les navires qui sont stationnés, je crois, Jean-Louis, je parle sous ton contrôle, à Hyères et à la Londe, ils participent à l'évacuation des gens de l'île de Porquerolles. C'est-à-dire que quand il y a un problème sur l'île de Porquerolles, c'est la SNSM qui va récupérer les blessés pour les ramener à terre, donc pour être mis auprès dans les hôpitaux ou auprès du SAMU ou des pompiers. Voilà. Donc ça, c'est presque une mission de service public, hein. Celle-là aussi. Voilà. Alors, des missions de sauvetage, bon, bah, vous voyez ici, vous avez quelques photographies de choses qui se sont déroulées donc sur la côte ici. Hein. Donc, on voit très bien ce voilier là qui s'est échoué. Donc, et puis, bon, bah, les gens qui ont percuté le canot de sauvetage. Donc là, ça nécessite pour nous de mettre des plongeurs à l'eau pour pouvoir nager vers eux et éventuellement passer une remorque, un bout ou ramener les gens à bord. Hein. Alors, effectivement, vous allez me dire, il y a quand même aussi une part de risque qui est prise par les bénévoles, hein, puisque quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous décidez d'intervenir, eh bien, vous voyez, bon, la personne en question qui est en train de nager, lui aussi, il est quand même un petit peu exploité. Donc ça, c'est bien le rôle du patron que d'analyser le danger pour justement éviter qu'on soit sur le suraccident. C'est-à-dire que finalement, pour porter assistance à des gens en danger, on mette nous aussi en danger la vie des gens de l'équipage. Voilà, donc là on est aussi sur le fait que, vous l'avez compris, tous les personnels embarqués et les nageurs sauveteurs sont secouristes. Hein. Donc ça, c'est pas que de la bobologie, hein, parce que parfois il y a quand même des cas graves. Hein. Jean-Louis a cité tout à l'heure cette intervention là à la fin de l'année 2024 pendant les voiles de Saint-Tropez, où en pleine nuit, il était 1h30 ou 2h du matin. Il a fallu prendre en charge des gens qui étaient notamment en état de choc, mais 3 blessés graves suite à ce choc avec le Zodiac sur une bouée. Là. Et donc, ça, c'est bien les secouristes qui sont là, et personne d'autre qu'eux ne peut intervenir. Hein. Donc, il faut transporter les blessés, les mettre dans des embarcations, puis ensuite les ressortir et les mettre au profit, les transporter vers les pompiers qui sont à terre. Donc ça, évidemment, ce sont des gestes qui s'apprennent et qui nécessitent un entraînement quotidien. Voilà, et puis écoutez, bien entendu, de l'entraînement, de la formation, de la prévention. La formation, j'en ai parlé tout à l'heure, elle est tout le temps présente. En plus, comme vous le savez, aujourd'hui, les brevets de secouristes, eh bien, une fois qu'on les a passés, eh bien, il faut les entretenir. Hein, donc c'est chaque année qu'il faut entretenir son brevet, entretenir son brevet premier secours PSE1, PSE2. C'est aussi le cas pour les nageurs sauveteurs, puisque les nageurs sauveteurs anciens, on leur demande quand même, avant de retourner sur la plage, de revenir s'entraîner afin d'être au top de leur forme pendant les 2 mois d'été. Alors je crois que je ne sais plus exactement combien la SNSM arme de plage en France, mais c'est de l'ordre de 230 plages. Voilà. Donc sur 230 plages qui vont de Dunkerque jusqu'en Corse, eh bien c'est la SNSM qui déploie ses nageurs sauveteurs. On y reviendra tout à l'heure. Alors vous l'avez compris, effectivement, être nageur sauveteur à Dunkerque, c'est pas la même chose que d'être nageur sauveteur à Saint-Tropez. Bon. Mais bon, on choisit pas. Voilà, j'ai terminé avec ce petit diaporama sur la SNSM. Oui, je vais rajouter un élément concernant l'assistance médicale. C'est-à-dire que quand vous avez un blessé à bord sur un bateau, le skipper du bateau en informe le CROSS. Alors pour informer le CROSS, il y a 2 systèmes, soit VHF 16, canal 16, VHF, soit le téléphone au 196.
C'est-à-dire que si un jour vous embarquez, comme ça m'est arrivé avec quelqu'un qui est complètement, qui est pas du tout du métier, il lui arrive la moindre chose, il sait pas quoi faire. Donc vous lui dites, tu téléphones. Signale l'alerte, pour l'alerte, 196, et là, vous avez l'officier de permanence au CROSS, qui est aussitôt au bout du fil. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un blessé, vous voyez bien que, bon, c'est pas la SNSM seule qui va pouvoir, même si elle a des secouristes à bord. Non. Donc il y a un dialogue qui se fait aussitôt avec le SAMU, vous voyez. Et ça, c'est vrai pour toute la métropole. SAMU, il y a une conférence à 3 qui se fait, et le SAMU de lui-même va dire, OK, on envoie par exemple l'hélico, comme vous avez vu dans le film d'introduction, l'hélico avec un médecin à bord, parce que l'état du patient le nécessite, vous voyez. Donc c'est un élément avec des éléments projetés, ce qu'on appelle nous le SMUR, qui est un SAMU maritime, hein, qu'on va récupérer soit sur bateau, soit sur hélicoptère. Bien. Maintenant que vous avez eu la présentation générale, donc la SNSM et puis la présentation de l'organisation de l'État en mer, on va parler du centre de formation et d'intervention de Toulon et du Var. Alors, avec nous avons Mathieu est donc nageur sauveteur, formateur, donc SSA, et membre d'équipage du canot Toutan de la Ciotat. Et puis en Naomi, nageur sauveteur, nageuse sauveteuse, donc qui a maintenant passé une saison sur les plages, donc on leur passera la parole tout à l'heure pour vous donner un peu le vécu un peu de ce qu'on a. Mais je souhaitais effectivement d'abord vous présenter un peu le CFI de Toulon. Le CFI de Toulon, nous sommes une 70 maintenant personnes, donc bénévoles, qui avons comme mission effectivement de gérer un peu cette entité. Alors qu'est-ce qu'un centre de formation et d'intervention? Eh bien, le centre de formation et d'intervention a deux missions principales, comme son nom l'indique: former et intervenir. La formation, on a deux facteurs de formation. Le premier, c'est la formation principale, on va dire, de nos nageurs sauveteurs, donc qui va s'étaler du mois de septembre-octobre jusqu'en mai. Et puis, nous avons aussi, donc tourné vers l'extérieur, la formation de tout ce qui est secourisme pour les membres de la SNSM, pour la revalidation des brevets de secourisme. Et puis on a aussi donc une formation donc qui est externe. Donc là on fait passer donc en formation extérieure les brevets de secourisme donc aux entités, organismes, associations, mairies qui demandent à former en fait leurs agents municipaux ou leurs membres aux gestes de premier secours. Donc ça, c'est la partie formation. Hein, donc voilà. Et ensuite, intervention. Intervention, c'est en fait le CFI dispose de moyens nautiques et qui va permettre d'assurer une sécurité en mer ou à terre. Donc pour toutes les grandes manifestations publiques qui se déroulent sur le territoire du Var. En mer, c'est simple, nous sommes les seuls. Donc, dès lors qu'il y a une régate, donc une épreuve nautique d'un triathlon, bien en fait, c'est la SNSM qui va concourir donc à cela, à sécuriser l'activité. En mer et à terre, ben en fait là à terre, ce sont des concerts, c'est des courses, donc les festivités du 14 juillet, du 15 août à Toulon, donc voilà, donc et on sécurise tout cela. Alors en chiffres, cette année, donc en matière de DPS, de dispositifs de premier secours, en fait, en 2024, ce fut 80 dispositifs de secours qui ont été mis en place sur tout le Var, qui ont mobilisé 234 secouristes, donc du CFI et des stations. Et en matière de formation, ce sont 22 actions de formation extérieures, donc voilà, donc ont été mis avec près de 50 secouristes formateurs qui ont été mis en place. Vous voyez, donc une activité quand même qui est assez intéressante. Et donc voilà un peu comment. Alors comment ça se passe? Eh bien en fait, on a pour nous des locaux. Nos locaux sont situés à la base Vie-Sainte-Anne, donc à l'ancien hôpital militaire. Donc nous sommes là en place depuis fin 2023. Et donc nous avons des salles de cours. Et au sein de la base Vie-Sainte-Anne, nous bénéficions en fait des installations du ministère des Armées, notamment 2 grands amphithéâtres qui nous permettent de faire des cours de grande ampleur. Et nous avons aussi une base nautique qui est à Saint-Mandrier,
où nous avons tous nos engins nautiques. Donc en fait, nous avons les IRB, qui sont des petits semi-rigides qui servent aux nageurs sauveteurs sur les plages, en très rapide, en très court, les planches et les paddles, et puis donc tout le reste de matériel. Et c'est là où se passent les cours de SSA, de surveillance et de sauvetage aquatique. Et nous avons aussi le CFI, c'est un bateau-école. Donc nous formons au permis mer côtier, au permis mer hauturier, donc les membres de la SNSM. Et donc voilà, donc c'est là où c'est intéressant. Voilà, hein, c'est ça. Et puis voilà, donc voilà l'intérêt, voilà un peu où on en est de l'organisation un peu du sort de formation. C'est en fait une organisation qui est simple, et actuellement nous avons comment dirais-je, une promotion de nageurs sauveteurs d'une vingtaine de personnes. Donc qui ont été inscrits sur 42 candidatures qui se sont mis au départ, donc on en a actuellement une vingtaine, mais donc on verra bien, sachant que la formation peut s'étaler en 2 voire 3 ans, hein, donc entre 1 et 3 ans, donc pour former un nageur sauveteur. Donc tout dépend par rapport à l'activité, les études, etc. Donc du jeune donc qui est en place. Alors je vais laisser Mathieu. Voilà. Juste avant, je voulais juste reprendre la parole pour dire que l'université de Toulon met en place au profit des étudiants une petite formation qu'on appelle le MESA. Donc, alors cette formation, elle nous a un petit peu, je dirais, interpellés lors de notre rencontre avec Éric Joffre, parce qu'on s'est aperçu que grâce donc à la mise en place de cette formation, eh bien des jeunes de l'université pouvaient passer le brevet national de sauvetage aquatique, ils pouvaient passer le permis côtier et 2 brevets de secouriste. Et en fait, on s'aperçoit que ces 4 formations forment déjà l'ossature des nageurs sauveteurs de la SNSM. Donc il n'y a plus que 2 formations à rajouter pour devenir un nageur sauveteur de la SNSM. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés de l'université. C'est que nous, à la SNSM, on a un énorme avantage, c'est qu'on affecte directement nos nageurs sauveteurs sur des plages. Et quand ces jeunes sont déployés sur les plages au profit des municipalités, ils obtiennent un statut d'agents municipaux et ils sont payés pour la prestation de nageurs sauveteurs pendant l'été. Voilà. Pardon. Et hébergés. Donc c'est quand même très intéressant. Le MESA de l'université, il offre des diplômes, mais il n'offre pas la possibilité d'aller sur la plage. D'où l'idée que nous avons développée avec l'université, de pouvoir raccrocher éventuellement les étudiants MESA de nous, parce qu'avec 2 formations supplémentaires, non seulement on les équipe, hein, on va le voir tout à l'heure, mais ils seront sûrs d'être déployés sur une plage et d'être payés ensuite pendant l'été, 1 mois ou 2 mois. Hein, voilà. Alors on laissera Naomi en parler après, hein, juste après, elle va nous dire un petit peu son expérience. Mais donc c'est un petit peu ça aussi la raison pour laquelle nous sommes rapprochés de l'université, c'était de faire profiter aux 25 étudiants qui se sont inscrits au MESA la possibilité de rallier la SNSM. Voilà, c'était juste la petite aparté que je voulais faire ce soir. Oui, donc effectivement, donc la formation, c'est 6 diplômes ou certificats, donc PSE1, PSE2 en matière de secourisme. Donc en matière nautique, c'est permis côtier et certificat de radio restreint. Et en matière, effectivement, ensuite, c'est effectivement le SSA, le certificat qui en fait regroupe l'ensemble des activités où on va tester sur la plage en fait les connaissances des jeunes nageurs sauveteurs pour voir comment ils ont intégré toutes ces connaissances pour travailler sur le truc. On va laisser parler, puis on verra après. Hein. Alors je vais laisser comme ça, parce qu'il n'y a rien de mieux que ceux qui ont vécu ça. Bonjour à tous, je suis Naomi, donc nageur sauveteur à la SNSM depuis bientôt 2 ans. Donc j'ai effectué ma formation durant ma première année universitaire, donc l'année dernière, et elle s'étale sur plus ou moins 1 an, donc de septembre à mai. Et vous êtes formé à passer 6 diplômes, donc comme il a été dit, pour devenir nageur sauveteur pour la SNSM. Donc une fois que cette formation est passée, vous êtes affecté directement en plage. Et donc ce qui est bien, c'est que vous avez le logement qui est payé, donc vous n'avez pas à payer le logement. Donc vous passez pendant 1 mois ou 2 mois avec plein de nageurs sauveteurs de toute la France, donc pour faire de belles rencontres. Ensuite, une fois que la saison est passée, vous pourrez rester au CFI en tant que bénévole, faire partie de nombreux DPS, donc c'est-à-dire pour les triathlons et tout ça. Et donc il y a toujours les formations, on s'entraîne chaque année à repasser le PSE1, et c'est une belle expérience. Où tu as été
L'année dernière, lors de ma première saison, j'ai été à Port-la-Nouvelle, donc à côté de Narbonne, pour le mois de juillet. Et j'ai été à l'île de Ré pour le mois d'août, dans la petite commune des Portes-en-Ré. Donc c'était super. Du coup, je me présente, Mathieu, nageur sauveteur à la SNSM depuis 2019. En 2019, je suis arrivé sur Toulon pour suivre ma licence et j'avais beaucoup de temps à donner. J'ai décidé de me consacrer à la SNSM pour suivre la formation de nageur sauveteur, à passer mes petits 6 diplômes. Et surprise, à la fin de la première année, j'ai été affecté dans une plage un peu nulle, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Saint-Tropez. À 19 ans, bon, c'était pas foufou, mais bon, on a fait avec. Et après les autres années, j'ai continué, j'ai acquis beaucoup plus de compétences, j'ai continué à faire mes formations pour passer en station. Puis par la suite, je suis passé formateur, donc pour pouvoir encadrer la formation des nouveaux nageurs sauveteurs. Donc pour encadrer et former Naomi à partir en plage par la suite. J'ai continué mes saisons, je suis parti à Bonifacio, je suis parti à Palavas, je suis parti un petit peu partout dans la Méditerranée. Et à la suite de ça, j'ai fini mes études malheureusement, j'ai quitté Citec et je suis rentré dans la vie active. Et maintenant je m'occupe principalement de tout ce qui est sauvetage en station et quand je peux, je donne de mon temps pour former les anciens, les nageurs sauveteurs, pour qu'ils continuent à progresser et pour être toujours plus performants et sauver plus de nombre de victimes en mer, quoi. Alors, l'intérêt, effectivement, comme vous le voyez, c'est que après la formation initiale, donc où les jeunes deviennent sauveteurs qualifiés à la fin de leur formation, ils vont faire une première saison en plage. Et bien, en fait, ils vont prendre un poste donc un travail de nageur sauveteur sur une plage ou plusieurs plages, mais enfin sur une plage. Et ensuite, l'intérêt, c'est qu'au bout de 2 ou 3 saisons, donc ils vont pouvoir augmenter en responsabilité. Donc là, et après, ils vont passer adjoint chef de poste. Puis ensuite chef de poste, donc ils vont avoir la responsabilité d'avoir toute une plage, vraiment de coordonner l'action et d'avoir la responsabilité du sauvetage sur une plage. Et ensuite, lorsque au bout de quelques années, en fait, un chef de poste peut avoir avec de la bouteille, là on s'adresse à des gens qui ont au minimum 35 ans, 40 ans, ils peuvent devenir chef de secteur, c'est-à-dire que s'occuper de toutes les plages d'une ville. Donc là c'est important, vous voyez, vous imaginez la responsabilité qu'on a un peu à prendre en compte. Là aussi, et puis il y a des formations, donc des formations alternées comme Mathieu. Donc où là en fait on va prendre en charge en fait la formation des jeunes. Donc c'est un cycle en fait où on transmet, c'est la transmission du savoir. Donc vous voyez, donc c'est quelque chose qui est vivant en fait et qui est vraiment intéressant, qui vit, quoi. Voilà. Alors je vais vous montrer une petite promotion voilà, pour terminer. Puis après, on pourra faire la sélection faire effectivement les... Si, il y a le son. Là. Ah, je vais pas y arriver. Voilà. C'est du son. Je suis à fond. Ah oui.